Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très très bien. On se retrouve encore. Ça fait un bon moment que je vous ai un peu lâché. J'étais en vacances. C'était bien le mois de décembre, c'était la fin de l'année. Je commencerai par vous dire bonne année, meilleurs vœux et je vous souhaite le meilleur pour cette année dans vos projets d'études, là où on peut vous accompagner, on vous accompagnera. Et voilà, je vous souhaite en tout cas de réaliser tous les objectifs que vous serez définis, bien sûr des objectifs mesurables. Alors, sans plus tarder, on va passer aujourd'hui, on va parler de la bourse Fulbright 2025. Quand je dis 2025, c'est bien sûr la saison des appels à candidature. Je vous fais ce live notamment parce que beaucoup de gens dans les différents groupes qu'on a dans la communauté m'ont demandé, ont posé des questions, mais surtout aussi parce que beaucoup de pays ont commencé à ouvrir les différents appels à candidature. Si votre pays est concerné, n'hésitez pas à nous dire en zone de commentaires. Comme ça, on va aussi en même temps recenser la plupart des gens qui ont déjà commencé leur procédure. Donc, n'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous nous regardez. Comme d'habitude, moi, je vous fais ce live de Seattle. Je suis revenu il y a 2 jours du Niger. J'étais au Niger, j'ai passé un mois au Niger. C'est pourquoi j'étais un peu perdu. J'essayais de me reposer, j'essayais de me ressourcer localement. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, précisément, on va parler de la bourse Fulbright, de la prestigieuse bourse Fulbright, qui est une bourse d'études 100% financée pour étudier aux États-Unis. Donc, si vous rêvez d'étudier ou de faire des recherches aux États-Unis avec une bourse d'études qui est totalement financée, on va en parler dans ce live et du coup, vous êtes concernés. Ce que je vais faire, en fait, je vais vous partager des conseils pratiques. Sachez que j'ai obtenu la bourse Fulbright en 2021. Je vais vous partager des conseils pratiques, des astuces. On va échanger. Je vais répondre à vos questions. Je sais que vous en avez beaucoup. On va essayer de voir aussi les étapes clés. Donc, j'ai préparé 4 parties essentielles pour ce live-là qu'on va parcourir. Bien sûr, juste après le générique, on va revenir et on va commencer par une présentation de ce qu'est la bourse Fulbright et ensuite on va enchaîner et ensuite on va enchaîner, on va faire 4 parties et ensuite on va répondre à vos questions. Allez, c'est parti, go, générique. Comme je l'ai dit, on va parler de la bourse Fulbright. Qu'est-ce que c'est? La bourse Fulbright, en fait, c'est un programme d'échange académique et culturel. C'est très important de comprendre cela. Financé par le gouvernement américain, qui est financé du coup par le département d'État en charge de l'éducation. Elle s'adresse aux étudiants internationaux et chercheurs qui étaient d'ailleurs étudiants internationaux, chercheurs et professionnels qui souhaitent poursuivre un master, un doctorat ou effectuer des recherches aux États-Unis. Ça englobe beaucoup de choses, vous l'avez entendu. Je peux revenir si vous avez des questions spécifiquement pour ces différents programmes. Mais aujourd'hui, dans le live, je vais me focaliser sur la partie master parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je maîtrise le mieux et on va essayer de décortiquer ça. Donc, nous allons décortiquer les étapes de candidature. On va partager des conseils pour maximiser vos chances. On va parler des critères d'éligibilité. On va parler des différentes étapes aussi de candidature pour que vous sachiez en fait à quoi vous attendre, qu'est-ce qu'il faut préparer, même si aujourd'hui dans votre pays, la bourse, l'appel à candidature n'est pas ouvert. Je fais cela justement en avance pour que vous puissiez commencer à réfléchir, commencer à vous préparer parce que c'est une étape hyper importante, hyper longue. Donc, je répondrai à vos questions, bien sûr, juste un peu avant la fin de la vidéo. On prendra 20 minutes pour parler que de vos questions-réponses. Élément important, je pense que vous le savez déjà, Karatu Postbac KPB Education, du coup, notre structure vous accompagne tout au long de toutes les procédures qu'on présente sur ce live. Notamment pour la bourse Fulbright, on a créé une formation complète de A à Z depuis le moment où tu prends l'intention de candidater jusqu'au moment où tu passes ton entretien, jusqu'au moment où tu prépares ton départ. On t'accompagne étape par étape sur tous tes besoins. Donc, tu auras une formation si tu prends notre accompagnement. Tu auras des sessions
de coaching avec moi ou avec Aminou selon les sujets. Et voilà. On va présenter les étapes. Je verrai si Aminou peut être là sur place pour nous présenter le pack bourse du coup Fulbright qui existe. On a des packs bourses pour beaucoup d'autres bourses, mais pour celui-là, du coup, pour cette bourse particulièrement, on a un pack spécial justement où moi je vous accompagne aussi tout le long. Comme je l'ai dit, on a 4 parties aujourd'hui. La première partie, c'est pourquoi postuler à la bourse Fulbright. Je vous parlerai de mon expérience personnelle, mais d'abord, on va parler à partir du générique. On va parler des avantages du coup de la bourse Fulbright. Le premier avantage, en fait, c'est la couverture complète des frais de scolarité. Donc, c'est une bourse qui est totalement financée, comme je l'ai dit. Ça veut dire qu'on va vous financer les études de A à Z tout à fait sereinement. Vous n'avez rien à payer. Vous ne payez pas le billet d'avion, d'ailleurs, qui est pris en charge aller-retour. Vous avez une allocation, du coup, mensuelle qui vous est donnée, qui va dépendre, en fait, du coût de la vie de là où vous allez étudier. Donc, je vous donne pas de montant fixe parce que en fait, il n'y a pas de montant fixe. Chaque montant est calculé d'une part en fonction du coût de la vie locale, mais aussi du partenariat qui est entre votre pays et les États-Unis, parce que tout le monde y contribue. Donc, après, vous avez aussi accès en fait en tant qu'avantage à un réseau mondial d'anciens boursiers de la bourse Fulbright. C'est les réseaux du coup Fulbright Alumni qui est composé de beaucoup de présidents de la République, beaucoup de ministres, beaucoup de personnes très influentes, beaucoup de personnes très haut placées, beaucoup de gens qui sont vraiment bien. D'ailleurs, récemment, quand je faisais des recherches pour un truc que je faisais, j'ai vu qu'en fait, une bonne partie des prix Nobel, hein, sont des anciens Fulbright. J'ai oublié le nombre exactement, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Du coup, beaucoup de prix Nobel, du coup, qui sont des anciens Fulbright. C'est pour vous dire le réseau énorme qu'il y a derrière. Mais vous voyez aussi, quand on vous dit bourse d'études prestigieuse, on ne parle pas en l'air, on ne parle pas de, voilà, simples critères. Il faut vraiment que ça soit du sérieux. Il faut que vous mettez de votre énergie dans la candidature. Il faut que ça soit sérieux. Voilà. Alors, maintenant, parlons toujours de pourquoi postuler, des avantages. Donc, c'est une bourse qui est reconnue internationalement. Être un lauréat Fulbright, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, partout où vous partez, moi, je peux vous donner, je vous parle de mon exemple concret ici. Quand vous partez, vous commencez par vous présenter par quelqu'un qui est boursier Fulbright et ensuite la conversation se fait naturellement comme elle doit se faire. Donc, c'est une communauté vraiment prestigieuse qui va booster votre carrière académique parce que vous allez apprendre beaucoup, vous allez rencontrer beaucoup de monde, mais aussi professionnel. Comme je le dis aussi toujours, exemple de moi-même, c'est la bourse qui m'a permis de venir aux États-Unis, c'est la bourse qui m'a permis de pouvoir travailler chez Amazon aujourd'hui, de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui mondialement, d'avoir l'impact que je souhaite avoir. Donc, moi, ça m'a transformé, ça m'a changé. Donc, j'ai pas à vous le dire. Vous avez suivi, vous êtes en première ligne si vous nous suivez depuis longtemps sur YouTube. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais parler de la deuxième partie. Maintenant, parlons de la deuxième partie qui est du coup critères d'éligibilité et procédure de candidature. On va commencer par les critères d'éligibilité. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions qui vont revenir sur ça, donc je vais en parler rapidement. Et pour postuler à la bourse Fulbright, il faut que votre pays, du coup, de citoyenneté, soit déjà en fait inclus dans le programme Fulbright. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement vérifier en partant sur Fulbright Foreign Student. Vous pouvez regarder. Ensuite, si votre pays y est. En principe, la plupart des pays y sont. Donc maintenant, le critère qui s'associe à ça, c'est qu'il faut que vous soyez citoyen du coup d'un des pays qui est éligible à la bourse Fulbright parce que en fait la bourse elle est gérée de façon locale d'abord dans chaque pays qui est partenaire, qui est inclus. En fait, il y a un comment on dit, il y a un hub ou un département qui gère cette bourse-là. C'est eux qui vont gérer toute la procédure de candidature locale et ensuite ils vont faire remonter le dossier au plus haut au niveau du département d'État américain. Généralement, il y a des agences qui s'en occupent. Donc, c'est ça. Être citoyen d'un pays, du coup, qui est éligible avant de postuler, vous n'avez pas besoin d'être dans ce pays. Entre parenthèses, on va revenir. Je sais que les questions vont revenir.
Mais je le dis juste entre parenthèses, moi, je vivais pas au Niger quand j'ai candidaté, mais j'étais en fait citoyen du Niger et j'ai candidaté du Niger. Donc, détenir un diplôme de licence ou équivalent pour le programme de master. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure qui demandait est-ce qu'on peut postuler à la bourse Fulbright à partir de la classe de terminale? La réponse, c'est non. La bourse Fulbright, elle est destinée aux gens qui veulent aller étudier le master. Donc, il faut d'abord que tu aies une licence pour pouvoir postuler à la bourse Fulbright. OK? Et ensuite, par rapport à cela, les diplômes, enfin, beaucoup de gens vous parlent de l'expérience professionnelle. Fulbright n'a pas ça comme critère officiel, mais peut-être que ça va compter dans le jugement non officiel des candidatures. Mais officiellement, il n'y a pas de critère d'expérience professionnelle de 2 ans. Donc, il faut juste, en fait, à part le diplôme du coup de licence, avoir du coup un projet professionnel clair, un projet académique clair, un projet de recherche clairement défini si vous voulez aller faire la recherche. Je reviens sur le point de est-ce que je peux postuler en classe de terminale? Non, tu peux pas, mais tu peux commencer à y réfléchir, à faire ton plan et projet d'études à partir de la classe de terminale, apprendre de ce que c'est que la bourse Fulbright et ensuite faire toutes les autres décisions que tu veux en fonction de ça. Voilà, il y a plusieurs étapes. Je vais essayer de fermer la parenthèse. Pour ceux qui parlent avec moi le plus souvent, ils savent de quoi je parle. Donc, allez, on reste concentré, on reste focus sur les critères. Donc, je reprends. Être citoyen du pays dans lequel vous postulez. Ensuite, de tenir un diplôme de licence, du coup, ou équivalent au bachelor, du coup, américain, pour pouvoir postuler au master. Donc, bourse réservée au master. Avoir un projet académique de recherche et avoir un projet académique clairement défini ou un projet de recherche aussi clairement défini. Maîtriser l'anglais. Question importante. Je sais que je vais retrouver cette question dans la liste des différentes questions qu'on va vous poser. Maîtriser l'anglais, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut pas dire être fluent. Ça veut pas dire parler l'anglais même quand vous dormez ou quand vous rêvez. Parce que rêver en anglais, c'est être au top, quoi, voilà, la maîtrise d'anglais. Mais ce qu'on veut dire par maîtrise de l'anglais, c'est vous soyez capable de parler, dire une phrase, vous soyez capable de comprendre quand les gens vous parlent parce que vous allez venir étudier, aller dans des classes. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas bien arrivé. Donc, vous n'allez pas forcément bien réussir. Alors, ça, c'était les critères du coup officiels, on va dire. Il y a des critères officieux, bien sûr, qui sont vraiment voilà, personnalisés. Mais les critères officiels, du coup, c'est ça que je vous ai cité. Ensuite, maintenant, parlons du processus de candidature. Alors, je suis déjà à 16 minutes. Je vais essayer de boucler tout ça dans 4, 5, 7 minutes. Et ensuite, je prendrai vos questions. Je promets pas, mais je pense que ça va prendre 10 minutes peut-être. Alors, étapes et procédures de candidature. Dans un premier temps, il faut que vous cherchiez des informations localement dans votre pays d'origine. Quelle information il faut que vous trouvez dans votre pays d'origine? J'ai eu beaucoup de personnes qui me disent de parler de leur pays spécifiquement. La bourse en fait est disponible dans plus de 100 et quelques pays. Je ne peux pas parler de tous les pays de façon spécifique. Je vous propose des questions générales et quand vous posez des questions dans ce genre de circonstances dans le live ou si vous choisissez d'aller être accompagné par KPB Education pour votre procédure de candidature, là, je peux vous répondre à des questions très spécifiques par rapport à votre pays. Mais là, on s'arrête au général. Donc, consultez le site Fulbright de votre pays. Chaque pays qui est partenaire, qui fait partie de Fulbright, a un site spécial où ils décrivent des critères par rapport au pays. Les critères qui vous intéressent ici, à ce stade-là, c'est quand est-ce qu'ils ont ouvert l'année dernière ou quand est-ce qu'ils vont ouvrir cette année. En général, par exemple, je sais que le Sénégal a ouvert. Je pense que c'est le Cameroun qui a ouvert aussi. Et il y a d'autres pays qui ont ouvert en ce moment. Donc, pour ceux qui ne savent pas, et j'ai demandé à ceux que vous le mettez en zone de commentaires si vous savez si votre pays a ouvert. Comme ça, tout le monde va le savoir. Ça va aider les gens. Mais il faut que vous soyez capable, vous qui êtes intéressé, d'aller au niveau de votre pays de façon spécifique et regarder si votre pays a ouvert. Vous allez aussi regarder quels sont les critères aussi particuliers à votre pays.
Parce que j'ai cité des critères tout à l'heure, des conditions d'éligibilité qui sont générales. Mais je sais que beaucoup de pays appliquent aussi des conditions un peu spécifiques. Par exemple, je sais que moi au Niger, euh, je peux candidater même si je ne suis pas résident localement, mais que j'ai la nationalité. Dans d'autres pays, par exemple en Guinée, je sais qu'ils te demandent quand même de faire un certificat de résidence. Donc voilà des spécificités qu'il faut que vous partez regarder au niveau de votre pays. Ça, c'est un. Deux, maintenant, en fait, dans les différentes étapes et processus de candidature, vous avez la préparation des documents. La préparation des documents, je vais vous citer quelques documents que je sais qui sont primordiaux et que vous devez les préparer. Il y a un formulaire en ligne à remplir. Donc, c'est un formulaire qui est très bien guidé, très clair, très bien expliqué. En plus du formulaire, vous avez des documents. Il y en a à peu près deux que vous devez préparer. Vous avez les lettres, c'est comme une lettre de motivation, mais ça s'appelle le personal statement. C'est une lettre de motivation qui explique vos objectifs. On va le voir tout à l'heure en détail dans la prochaine étape où je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Je vais même vous donner un exemple d'introduction qu'on peut mettre dans ce type de document. Ensuite, vous avez le projet de recherche ou le projet d'étude qui s'appelle Study Objective. Ce document, il va décrire en fait qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi, comment. Vous avez un CV détaillé à préparer qui décrit votre parcours. Le CV, comme vous le savez, c'est la miniature de votre vie. C'est le teaser ou le thriller de votre vie que vous devez détailler. Ensuite, quelque chose de très important aussi, ce sont les lettres de recommandation. On va voir qui peut être votre personne qui vous recommande, mais il vous faut au moins 2 à 3 lettres de recommandation. Moi, je recommande d'en avoir 3 de façon pertinente. Ensuite, vous avez maintenant, en plus de ces documents que j'ai cités, on peut revenir si vous avez des questions. Vous avez en fait des tests qui sont requis. Le test le plus basique requis, c'est le test du coup de langue anglaise. Vous avez soit le TOEFL ou le IELTS. Le TOEFL ou le IELTS. Donc, à passer. Mais, en plus de ces tests-là, selon l'université, selon le pays, selon le programme que vous voulez étudier, vous devez passer le test qu'on appelle GRE ou le GMAT. Le GMAT, c'est généralement pour les gens qui veulent faire business, MBA et des domaines assez poussés où il y a beaucoup de mathématiques, il y a beaucoup de management. C'est pour tester votre niveau et votre readiness, comme on dit, votre niveau de préparation et aptitude pour pouvoir suivre des cours dans le système américain. C'est des tests qui sont lourds, hein? Chacun d'entre eux fait au moins 2 heures de temps et c'est à 100% en anglais. C'est pas pour vous décourager, mais je vous ai dit au début qu'il y avait de la préparation. Donc, il faut que vous soyez préparé et que vous vous préparez. Ensuite, à part le test, l'autre étape cruciale et importante, c'est l'entretien. L'entretien, comme dans toute chose, on va évaluer du coup les candidats qui sont présélectionnés sur la base de ce que j'ai cité tantôt. Ils vont être évalués. Vous allez passer des entretiens avec un comité composé d'anciens Fulbright, composé des responsables du coup de recrutement Fulbright, et ensuite, voilà, d'autres personnes au choix qui sont des experts dans votre domaine ou en tout cas qui vont évaluer votre dossier. Alors, conseil, petite pause conseil. Voilà, j'ai cité beaucoup de choses. Vous allez penser que c'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est une bourse qui vaut plus de 200 et quelques mille dollars selon la formation que vous voulez suivre. Donc, c'est vraiment important de suivre toutes ces étapes-là. Je vous ai dit que KPB Education vous propose un accompagnement de A à Z. On a eu beaucoup de gens qui sont passés par ces accompagnements. On a eu des gens qui ont été sélectionnés, qui sont dans la phase entretien, qui sont dans la phase finalisation de dossier. Je suis parce que ces gens-là sont en train peut-être de nous regarder en ce moment. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par l'accompagnement tout à l'heure, quand je vais commencer à répondre aux questions, d'ailleurs il y a notre numéro WhatsApp qui est là, qui s'affiche là. Mais je vais vous mettre aussi le lien pour prendre rendez-vous avec Aminou qui peut vous expliquer ce qu'on fait. Et ensuite, si vous êtes intéressé à passer à l'étape suivante, vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, donc cette phase était importante, c'est pourquoi elle a un peu duré. On est à 23.
j'ai 7 minutes avant 30 pour commencer, pour finir les deux prochaines parties. Donc, alors, maintenant, on va passer à la partie 3 où je vais vous parler, du coup, je vais vous donner quelques conseils pratiques sur comment faire une candidature solide. On va revoir quelques documents pertinents. Notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la lettre de motivation ou le essai qui s'appelle le personal statement. En fait, qui est juste une lettre de motivation qui parle de vous, qui dit en fait, qui explique clairement pourquoi vous voulez choisir le programme que vous voulez étudier, pourquoi vous voulez choisir le domaine d'études, quel est votre parcours précédent. Vous devez montrer en fait comment vos études aux États-Unis vont contribuer à votre carrière d'abord, mais aussi au développement de votre pays d'origine. Ceci est très important. J'ai bien dit développement de votre pays d'origine. Cette bourse-là n'est pas égoïste, hein. C'est pas que pour vous. Vous allez vous développer, ça on le sait, il n'y a pas de doute. Mais on veut qu'il y ait des gens qui sont leaders en fait et des gens qui, en général, veulent aider les autres à se développer. Veulent aider le pays à se développer. Ils sont en train de développer des compétences qui, si le pays le souhaite, je précise encore, hein, si le pays le souhaite, peut réutiliser ces compétences-là pour s'avancer, pour développer des choses, pour faire beaucoup de belles choses. Donc voilà entre parenthèses. Voici un petit exemple d'introduction que vous pouvez dire. Si aujourd'hui, moi, je devais postuler à la bourse Fulbright pour faire des études dans l'énergie renouvelable, mon premier paragraphe peut-être ou première phrase, je commencerai par dire depuis toujours, j'ai été ou je suis passionné par l'innovation technologique. Étudier aux États-Unis me permettrait de développer des solutions adaptées aux défis spécifiques de mon pays dans les domaines des énergies renouvelables. Ça, c'est si je suis en train d'étudier les énergies renouvelables. Si j'étais dans la technologie, ça sera différent. Je dirais toujours technologie, mais j'utiliserai des concepts ou un objectif beaucoup plus différent. Donc ça, c'est juste le personal statement. Donc, vous devez aussi en fait préparer ce que j'ai appelé le projet de recherche ou projet d'étude, qui est en fait un study objective en anglais, qui va vous être demandé sur le site officiel, qui en fait est un document qui décrit la filière toujours que vous avez choisie, mais au-delà en fait ça explique pourquoi vous allez choisir ces études, mais de façon détaillée. Vous allez expliquer comment en fait ça contribue à votre projet professionnel après les études. Quelles sont les choses que vous pensez que vous pouvez impacter après avoir fait ces études-là. Donc, c'est vraiment mettre le contexte et expliquer la problématique en fait des études que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez solutionner? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Donc, ils vont évaluer en fait si votre projet d'études en fait est réalisable, important. Ensuite, il est pertinent. Et ensuite, est-ce qu'il est aligné avec les priorités de Fulbright, du programme Fulbright dans votre pays d'origine? Très, très important. Il faut que le projet d'études que vous allez sélectionner, présenter, est en cohérence avec le contexte et les problématiques de votre pays d'origine. Si votre pays d'origine aujourd'hui n'est pas intéressé par développer les énergies renouvelables, ils vont pas vous financer parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de problème que vous allez solutionner. Si votre pays d'origine n'est pas intéressé à financer des gens pour qu'ils partent faire un MBA, Master of Business Administration, pour développer l'écosystème local, le business local, ils vont pas financer des gens pour aller faire MBA. C'est comme ça. Et chaque année, il y a bien sûr des objectifs de ce programme Fulbright. Moi, je vous conseille, si vous participez à une session d'information de votre Fulbright, de votre pays, demandez quels sont les sujets intéressants ou quelles sont les problématiques pays que ce projet, parce que c'est un projet de financement, essaie de solutionner. Si vous posez cette question, je vous assure que le comité Fulbright va se rappeler de vous.
Donc voilà, donc je reviens à ma liste. Donc voilà, donc ils veulent mesurer l'impact social, bien sûr, l'innovation et le leadership. Ce sont en fait ça les priorités de Fulbright. Impact social sur la communauté, euh, l'innovation de votre projet et ensuite le leadership que vous incarnez. Et leadership incarné, c'est beaucoup de choses. Si vous posez la question, on va y revenir. Donc, on va pas parler de la structure ici. Donc, le CV, très important. Vraiment, il faut détailler, pas beaucoup trop. Pas de CV de 10 pages. Il faut un CV, si vous avez 5, 8 ans, 9 ans d'expérience, OK, CV de 2 pages. Mais si vous avez que 2, 3 ans d'expérience, CV d'une page, s'il vous plaît. Parce que les gens ne passent pas beaucoup de temps sur ces dossiers. Donc, aidez-les à évaluer votre profil de façon consistante. Les lettres de recommandation. Donc, les lettres de recommandation doivent être super pertinentes. Je vous conseille d'aller chercher des gens qui sont vos professeurs, des gens qui sont des anciens collègues avec qui vous avez travaillé, votre manager. Ce sont les gens-là qui peuvent vous faire des lettres de recommandation très, très pertinentes et alignées. Ensuite, l'entretien. L'entretien, je vais essayer de ne pas en parler maintenant. On pourra faire un live après si vous êtes intéressé pour parler de l'entretien. Mais les choses importantes, c'est connaître votre dossier et ensuite, voilà, bien répondre, bien se préparer. Je vais répondre à quelques questions très fréquentes que je reçois avant de passer maintenant à vos questions. Ou bien, je passe à vos questions avant de revenir. Je vois qu'on a 29 questions. C'est beaucoup. Je pense que je vais aller à vos questions avant de regarder moi mes questions. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de dire ici là. Alors, je vois qu'il y a presque les mêmes personnes qui posent des questions depuis. Alors, ok. Euh, Première question que j'avais vue, est-il possible de candidater étant élève de terminale? J'ai déjà répondu à celle-là. Vous avez encore rejeuni. Ah, merci, Nathan qui dit le ninja m'a rejeuni. En tout cas, je me suis ressourcé très bien. Est-ce que c'est ouvert aux nouveaux bacheliers? Bon, ça, c'est la même question. Pa, 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 pa. Alors, s'il vous plaît, j'ai une question très personnelle. Actuellement, je suis en formation d'ingénieur statisticien économiste en deuxième année à l'ENA du RECA du Bénin. OK? Ta question, elle n'est toujours pas là. Je veux savoir si c'est possible de postuler depuis le Bénin pour un cycle doctoral ou même prédoctoral au besoin. Les notes sont-elles éliminatoires? Bon, il y a la note, critère note n'est pas officiellement un critère sur le document, mais ça peut être un truc à considérer. Donc, je vous mets ici, en fait, déjà le lien que j'ai dit si vous voulez prendre rendez-vous. Je sais que beaucoup de gens vont partir revenir. Donc, je disais, les notes ne sont pas un critère officiel. Donc, mais en général, avoir de bonnes notes sont ceux qui vont faire que euh, vous allez avoir, en fait, comment ça s'appelle? Des inscriptions. Donc, c'est important, mais c'est pas mis comme critère officiel dans la liste des critères de Fulbright. Alors, autre question. Alors, je vous reviens ici. Tu veux depuis le Liban. OK. Donc, prochaine question. Avec la situation politique actuelle entre le Niger et les USA, est-ce qu'on peut encore éligible en tant que Nigérien? Oui. Oui, oui, parce que en fait, la bourse, elle est gérée par l'ambassade. Elle n'est pas gérée par le consulat. Donc, il n'y a aucun problème. L'ambassade est toujours ouverte. Et d'ailleurs, si vous êtes au Niger, allez voir mon live j'ai fait un live avec l'ambassade des États-Unis quand j'étais au Niger sur leur page Facebook. Vous pouvez regarder le live et ils parlaient bien sûr de l'ouverture et ça, c'était juste la dernière semaine de décembre 2024. On a fait le live pour parler de la bourse, pour parler des opportunités. Donc, vous pouvez aller regarder. OK. Alors, j'ai une question que Mazou. Bon, donc j'ai répondu. Alors, Armel qui nous demande faut-il avoir un niveau d'anglais pour être. Alors oui, je l'ai expliqué tout à l'heure. Je parlais
Euh, je vous parlais du coup ouais, de la langue, mais il faut savoir parler, il faut avoir le niveau au moins B2, c'est ce qu'ils demandent. B2, c'est savoir parler, savoir écouter, savoir comprendre ce que les gens disent. Mais après, c'est vraiment les tests de langue qui vont évaluer votre niveau. Euh, les filières privilégiées, comme je l'ai dit, ça dépend de votre pays. De même, faut-il un TOEFL? Et j'en ai parlé aussi, arrivé là-bas, on va avoir une période d'apprentissage. Oui, je vais repréciser cela. Euh, quand vous allez, moi, je vous dis, quand je suis venu, mon anglais était un peu terrible. Il n'était pas très, très terrible. Je comprenais pas forcément tout ce que les Américains disent. Donc, j'ai dû apprendre, j'ai dû m'adapter. Mais quand même, je savais, j'entendais ce que tout le monde dit. Ça veut dire, je peux comprendre ce que une partie des gens qui parlent pas très rapidement disent. Et ensuite, du coup, j'ai appris maintenant à comprendre. Tu as une période d'apprentissage. Euh, alors, c'est payant pour postuler? Absolument pas du tout. C'est très gratuit. Personne ne doit vous demander de l'argent pour soumettre votre dossier. Donc, c'est gratuit pour aller postuler. Vous partez directement sur leur site web. Ils vont vous donner le lien. Vous allez faire votre dossier. C'est gratuit, 100% gratuit. Y a-t-il une limite d'âge? À ma connaissance, il n'y a pas de limite d'âge. Moi, j'ai vu des personnes très âgées y aller. S'il vous plaît, le projet académique de recherche veut dire perspective professionnelle ou différent. Oui, vous allez parler dans votre projet d'études académiques, vous allez parler de votre plan de carrière aussi un peu. Peut-on postuler au MBA? Moi, j'ai fait un MBA, donc il faut juste voir si le MBA cadre avec l'objectif de votre pays. Mais oui, on peut postuler au MBA. Moi, j'ai fait un MBA ici aux États-Unis avec la bourse Fulbright. Alors, je vois s'il y a d'autres personnes qui posent des questions. Je vois que... Merci beaucoup, Noël, qui s'est vraiment donné. Hein. Je vois qu'il a posé beaucoup, beaucoup de questions. Lui, il était vraiment préparé pour cela. Les renseignements pour les candidatures sont-ils se trouvent là? Ouais. Alors, s'il vous plaît, les renseignements. OK. Alors, il a posé souvent les mêmes questions. Alors, cool, cool. Donc, on est pile poil à 50, comme je l'ai dit. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Aminou, on peut mettre le lien du groupe en zone de description de la vidéo, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe KPB qui est derrière, qui vous accompagne, qui répond à vos questions. Merci à Moubarak spécialement, qui gère la partie bourse du coût d'études. Comme on l'a dit, hein, vous êtes hyper actifs. J'ai jamais vu un groupe aussi actif que celui de la bourse des différentes bourses. Quasiment 100 messages par jour ou plus. Allez, bonne chance à vous. On se retrouve sur le live de la semaine prochaine. N'hésitez pas, hein, si vous êtes dans nos groupes, à nous poser vos questions. Comme ça, on verra aussi de quel sujet on peut parler de façon plus pertinente le week-end prochain. Mettez-nous des likes un peu partout. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye.